Si un enfant vous racontait un jour avoir vu un extraterrestre, le croiriez-vous? Ou penseriez-vous qu'il ment? Maintenant, imaginez que ce ne soit pas un enfant isolé, mais 62 enfants, le même jour, interrogés séparément, qui dessinent, chacun de leur côté, exactement la même créature. C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. OVNI, phénomènes inexpliqués, sociétés secrètes. Des histoires que certains osent raconter, d'autres préfèrent ignorer. Mais une seule vérité demeure. Nous ignorons ce qui se cache par-delà l'horizon. Nous sommes le 16 septembre 1994 dans une petite école privée du Zimbabwe. Et ce qui va se passer ce jour-là va devenir l'un des cas d'OVNI les plus troublants et les plus étudiés de l'histoire moderne. 30 ans plus tard, des chercheurs de Harvard, des documentaristes, des journalistes du monde entier se penchent encore dessus. Et certains des enfants qui étaient là ce jour-là n'ont toujours pas fini d'en parler. Nous sommes à Arua, une petite localité à l'est de Harare, la capitale du Zimbabwe. À l'époque, c'est presque un carrefour plus qu'une vraie ville. Elle contient quelques fermes, une route et une école. Et cette école en particulier s'appelle l'école Ariel. Elle détonne un peu dans ce paysage rural puisque c'est un établissement privé plutôt réputé, avec des enfants âgés de 6 à 12 ans, souvent issus de familles de fermiers ou de la petite bourgeoisie locale. Petit détail qui va avoir son importance selon les témoignages de l'époque, ces enfants vivaient loin des grandes villes, avec un accès limité au cinéma ou à la télévision américaine. Pas vraiment le genre d'enfant biberonné aux films de science-fiction hollywoodiens avec des petits hommes gris donc. Et puis il y a autre chose. Dans les jours qui précèdent le 16 septembre, quelque chose flotte déjà dans l'air de la région. Une chercheuse locale spécialisée dans les phénomènes aériens, Cynthia Hind, reçoit plusieurs signalements étranges cette semaine-là. Un routier qui dit avoir croisé des silhouettes sur une route la nuit, un jeune garçon et sa mère qui racontent une apparition en plein jour. Et puis, il y a ce détail presque anecdotique sur le moment qu'on va garder en tête pour plus tard. 2 jours avant l'incident, un étage de fusée russe s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de l'Afrique centrale. Un vrai spectacle, visible à l'œil nu par des millions de personnes du Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud. Bref, l'ambiance est posée, quelque chose plane déjà au-dessus de la région. Et personne à ce stade ne se doute de ce qui va se passer dans la cour de l'école Ariel. Il est environ 10 heures du matin le 16 septembre 1994 et c'est l'heure de la récréation. Dans la salle des profs, les enseignants sont en réunion. Il n'y a donc aucun adulte dehors, juste les enfants en train de jouer, de courir et en fait de faire ce que font des enfants lorsqu'ils sont en pause. Et puis quelque chose attire leur attention du côté des arbres. Une sorte d'éclat argenté comme un reflet de métal entre les branches ou le soleil qu'on reflèterait sur un miroir. Les enfants les plus proches s'arrêtent de jouer. Ils regardent. L'objet est là, immobile. Puis il descend lentement et se pose dans un champ à environ 90 mètres de la cour. Il s'agit d'un objet complètement argenté, en forme de disque selon la plupart des descriptions. Certains parlent d'un seul engin, d'autres de plusieurs plus petits autour du premier. Ce qui se passe ensuite va rester gravé dans la mémoire de dizaines d'enfants pendant les 30 années suivantes. Au lieu de fuir, une partie du groupe s'approche. Par curiosité d'abord, puis par instinct d'enfant pour voir de plus près. Et c'est là qu'il la voit, une silhouette, petite, humanoïde, qui se tient debout ou juste à côté de l'engin selon les descriptions. Elle est vêtue d'une combinaison noire moulante, presque comme une seconde peau. La peau de la créature, décrivent-ils, a un aspect étrange, presque cireux, comme lisse et sans texture. Mais ce qui revient, encore et encore, dans absolument tous les témoignages, ce sont les yeux, immenses, noirs, qui ne clignent jamais et qui les fixent. Certains enfants racontent avoir ressenti à ce moment-là quelque chose de plus qu'une simple observation, comme une voix ou une sensation qui s'impose directement dans leur tête. Un message écologique sur la terre qu'on abîme, sur la pollution, sur un avenir qui s'annonce sombre si rien ne change. Certains enfants se mettent donc à pleurer sur le moment, d'autres restent figés, pétrifiés par la terreur. L'épisode entier ne dure qu'un quart d'heure qui va changer la vie de plusieurs dizaines d'enfants. Quand la cloche sonne, ils rentrent en classe, secoués, silencieux ou au contraire en pleine ébullition. Le premier réflexe des enseignants ce jour-là, c'est de ne pas y croire. On pense à un jeu collectif, à une sorte de blague qui est un peu trop bien pris, à l'imagination débordante d'un groupe d'enfants. Mais le soir, chacun de son côté rentre chez lui et raconte la même histoire à ses parents. Le lendemain matin, une partie des parents débarque à l'école pour comprendre ce qui s'est passé. Face à eux, ils trouvent une direction dépassée, incapable de donner une explication satisfaisante. L'histoire commence alors à circuler, elle atteint même une radio locale, la ZBC,
Et c'est par ce biais que Cynthia Hind, la chercheuse qui suivait déjà les signalements de la semaine précédente, en entend parler. Le 20 septembre, elle se rend sur place. Elle interroge les enfants un par un et leur demande à chacun de dessiner ce qu'ils ont vu. Résultat, les dessins se ressemblent de façon troublante. Les mêmes formes d'engins, les mêmes silhouettes noires, les mêmes grands yeux. La BBC envoie elle aussi un correspondant sur place dès le 19 septembre, un journaliste du nom de Tim Leach, habitué à couvrir des zones de guerre en Afrique. Il filme des interviews d'élèves et de membres du personnel. Et c'est peut-être la phrase la plus frappante de toute cette affaire. Cet homme qui avait couvert des conflits armés sans sourciller confiera plus tard que cette histoire d'enfants et de créatures aux grands yeux l'a davantage déstabilisé que n'importe quelle guerre qu'il a couverte. En novembre 1994, un homme atterrit au Zimbabwe. Son nom, John Mack, psychiatre, professeur à Harvard, lauréat du prix Pulitzer, un poids lourd scientifiquement parlant. Mais Mack a aussi une réputation particulière dans le monde académique. Il s'est fait connaître pour ses travaux sur les personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres ou abductées comme on dit dans le milieu. Autrement dit, un sujet qui, à l'époque, fait plutôt sourire ses collègues. Il se trouve par un heureux hasard que Mack est déjà en Afrique du Sud, au moment où l'affaire éclate. Il saute aussitôt dans un avion pour le Zimbabwe. Sur place, accompagné d'une psychologue locale, il interroge plus d'une dizaine d'enfants en tête-à-tête. Et il filme leur récit, et ce qu'il en tire va faire le tour du monde. Des images d'enfants de 8, 9 ou 10 ans, décrivant avec un calme troublant une rencontre qu'ils ne devraient en théorie pas pouvoir inventer avec un tel luxe de détails cohérents entre eux. Ces images passent dans des émissions américaines très regardées à l'époque. L'affaire Ariel n'est plus une histoire locale zimbabwéenne. C'est devenu en quelques semaines l'un des cas ovnis les plus discutés de la décennie. L'argument qui revient sans cesse pour défendre la crédibilité de ces enfants venant d'un milieu rural, avec peu d'accès à l'imagerie américaine de science-fiction, c'est qu'a priori ils n'avaient aucune référence culturelle pour inventer cette imagerie très spécifique du petit être à grands yeux noirs. Une imagerie qu'on connaît aujourd'hui par cœur, mais qui dans ce coin du Zimbabwe en 1994 n'était pas vraiment dans l'air du temps. Ce qu'on oublie souvent, quand on raconte cette histoire comme un simple fait divers étrange, c'est que ces 62 enfants ont dû continuer à vivre, à grandir, à devenir adultes, avec ce souvenir-là accroché à eux pendant près de 30 ans. Certains ont préféré ne plus jamais en reparler, d'autres au contraire, n'ont jamais vraiment réussi à passer à autre chose. L'une des figures les plus suivies de cette affaire s'appelle Emily Trim. Elle avait une dizaine d'années le jour de l'incident, elle y était avec son frère et sa sœur. Sa famille très croyante n'a jamais vraiment su comment intégrer ce qui s'était passé. Son frère, particulièrement traumatisé, et ses parents qui préféraient ne pas en parler. Devenue adulte, Emily Trim est devenue artiste. Et une partie de son travail consiste à représenter cette scène et ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Des toiles qu'elle décrit comme des tentatives de mettre en image le message qu'elle dit avoir reçu, plus de 20 ans après les faits. En 2014, 20 ans après l'incident, plusieurs des témoins d'origine, devenus à ce moment-là adultes, dispersés aux quatre coins du monde, se retrouvent pour la première fois depuis leur enfance à l'occasion du tournage d'un documentaire. Certains n'avaient jamais reparlé de cette journée avec quelqu'un d'autre qu'un membre de leur famille. Puis en 2022 sort Ariel Phenomenon, un documentaire entièrement consacré à cette affaire, réalisé par Randall Nickerson. Le réalisateur racontera avoir contacté plus d'une quarantaine d'anciens élèves et membres du personnel. Tous n'ont pas voulu témoigner face caméra, mais ceux qui acceptent livrent des versions qui, 30 ans après, n'ont presque pas varié par rapport à leur récit d'enfant. Ce qui frappe le plus dans ces témoignages, ce n'est pas tant la description de la créature, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. De l'anxiété persistante, une forme de conscience écologique presque obsessionnelle chez certains, le sentiment chez plusieurs témoins encore aujourd'hui que l'événement continue, d'une certaine façon, à faire partie de leur vie. L'une des anciennes élèves confiera même vivre avec une forme de peur permanente que ces créatures puissent revenir un jour. 3 des enseignants, présents à l'école en 1994, y travaillent toujours au moment du tournage du documentaire. Et selon le réalisateur lui-même, ce qui l'a le plus marqué, c'est de constater à quel point ces enseignants, des adultes responsables revenus sur cette histoire des dizaines de fois dans leur tête, restaient malgré tout convaincus que quelque chose de réel s'était produit ce jour-là. Alors on peut se poser la question, pourquoi mentir pendant 30 ans ? Ces témoins n'ont rien à gagner à maintenir cette histoire, au contraire. Plusieurs disent avoir traversé des décennies de moquerie, de scepticisme, parfois même de rejet de la part de leur propre entourage. Et pourtant, ils continuent de raconter la même chose.
Il serait malhonnête de s'arrêter là, parce qu'en 30 ans, plusieurs chercheurs et journalistes ont proposé des explications beaucoup plus terre-à-terre. La première est sans doute la plus citée, et ce fameux étage de fusée russe désintégré dans l'atmosphère 2 jours avant l'incident. Un spectacle lumineux vu par des millions de personnes en Afrique australe et qui aurait très bien pu, dans les jours suivants, nourrir l'imaginaire collectif de toute une région déjà en train de parler d'OVNI. Deuxième point soulevé par les sceptiques, la méthode d'interview elle-même. Poser des questions suggestives répétées à des enfants qui ont déjà eu l'occasion de discuter entre eux avant d'être interrogés peut faire converger des souvenirs qui, à l'origine, étaient peut-être plus flous, plus différents les uns des autres. On appelle ça la contamination du témoignage, un phénomène bien documenté en psychologie, notamment chez les enfants. Certains évoquent aussi un mécanisme d'hystérie collective, amplifié par l'afflux d'adultes, parents inquiets, journalistes, chercheurs, venus interroger les enfants dans les jours qui ont suivi. Plus on pose la question, plus le récit a tendance à se cristalliser dans une version commune. Et puis enfin, il y a ce rebondissement plus récent, qui a de quoi troubler encore davantage l'affaire. Dans le documentaire Netflix Encounters, sorti en 2023, l'un des témoins d'origine, adulte aujourd'hui, affirme face caméra avoir entièrement inventé son témoignage à l'époque. Une rétractation qu'on ne peut pas vérifier de façon indépendante, mais qui jette un doute suffisant pour qu'on ne puisse pas trancher l'affaire d'un simple « c'est forcément vrai » ou « c'est forcément faux ». Ce qui rend le cas si particulier, au fond, c'est justement cette tension permanente. On n'a ni la preuve scientifique solide d'un côté, ni explication qui balaie tout d'un revers de main de l'autre. Juste des dizaines de témoins, certains devenus des adultes reconnus dans leur domaine, qui maintiennent encore aujourd'hui leur version parfois au prix de moqueries publiques pendant des décennies. Alors extraterrestre, fusée russe ou mémoire collective qui a dérapé un jour de septembre 1994, personne à ce jour n'a de réponse définitive, ni les scientifiques, ni les sceptiques, ni même les témoins eux-mêmes, 30 ans après. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce jour-là a marqué à vie des dizaines d'enfants, que ce soit à cause d'un vrai contact avec quelque chose qui les dépasse, ou à cause du tourbillon médiatique et scientifique qui a suivi, et qui ne les a plus jamais vraiment lâchés. Et peut-être que la vraie question au fond n'est pas « est-ce que c'était vrai ?» La vraie question, c'est qu'est-ce que ça nous dit, nous, sur la façon dont on traite les enfants qui racontent des choses qu'on refuse de croire. Et vous, est-ce que vous auriez cru ces enfants en 1994 et surtout, est-ce que vous les croiriez aujourd'hui? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se revoit pour la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, on ignore encore ce qui se cache par-delà l'horizon.